23 Schwenk. À 80 km au large dans la mer Noire, 3 conteneurs s'ouvrent sur un cargo anonyme. Une opération majeure de la guerre du vin, et une siècle est sur le point de commencer. La première phase de l'opération débute immédiatement. À l'intérieur, 20 drones à longue portée de type Beaver sont activés. Ils jouent le rôle d'appât. Des catapultes les projettent un par un dans la nuit brumeuse. Leur mission est simple, effectuer une large boucle pour approcher Tuapse par l'est. Cette trajectoire simule une attaque lancée depuis l'intérieur du territoire russe près de Krasnodar. Les drones sont programmés pour être bruyants et électroniquement détectables afin d'attirer l'attention. Alors que les leurs entament leur trajet de 80 km, le calme règne sur le terminal pétrolier de Tuapse. Vu du ciel, l'installation est fortement éclairée avec ses 4 immenses jetées illuminées. 3 pétroliers sont à quai cette nuit, le Chipolix et le Coastbuster. Ils contiennent un total d'un demi-million de barils de brut, une cargaison d'une valeur de 40 millions de dollars. Dans les salles de contrôle de la défense aérienne, les opérateurs sont confiants. Le consensus est que le site de Tuapse est entièrement sécurisé. L'installation est protégée par 5 couches de défense superposées. À 65 km, une batterie Squatre 100 monte la garde. Plus près, un bouclier mobile de 4 à 6 systèmes Pansirson patrouille le périmètre. Sur les collines, un radar Nebohem balaye le ciel, capable de suivre 300 cibles simultanément. Les défenses sont jugées impénétrables. Soudain, à 23h30, le calme est rompu. Dans le véhicule de commandement Pansirsun du lieutenant Ivan, une alarme retentit. Tous les écrans virent au rouge. Le radar Nebohem a détecté les leurs comme prévu par les planificateurs ukrainiens. 20 échos distincts apparaissent à l'est en provenance de la direction de Krasnodar. Drones depuis Krasnodar. 20 cibles annoncent Ivan dans ses communications. Toutes les batteries engagement à volonté. La nuit s'embrase. Les systèmes Pansir déclenchent un tir de barrage intense. Leurs missiles tracent des arcs de feu dans le ciel. Sur l'écran d'Ivan, les résultats sont immédiats. Les icônes des cibles disparaissent une par une. 15 cibles détruites, 15 neutralisations confirmées. Des acclamations éclatent sur le réseau de communication. Ivan s'autorise un bref sourire. Mais la célébration est de courte durée. Les 5 drones Beaver Reston exécutent leur véritable mission. Ils ne battent pas en retraite mais entament une phase de harcèlement. Ils volent à basse altitude, se faufilant entre les grues du port et les superstructures des navires. Cette manœuvre perturbe le verrouillage radar des systèmes Pansir. Leurs transpondeurs émettent de faux signaux d'armement sur les fréquences russes. C'est une tactique psychologique conçue pour semer la confusion et saturer les opérateurs. Ils forcent les artilleurs russes à une poursuite électronique difficile. 23h40. Dans le véhicule de commandement du lieutenant Ivan, l'atmosphère est tendue. Le rechargement des lanceurs de missiles qui dure 10 minutes semble une éternité. Ces lanceurs sont temporairement hors service. Les tourelles de ces systèmes coûteux pivotent d'avant en arrière, tentant sans succès d'obtenir un verrouillage stable sur les 5 drones à l'est. Ignorez les faux signaux, suivez leur signature thermique, ordonne Ivan mais en vain. Les drones disparaissent et réapparaissent derrière les obstacles. Puis une nouvelle alarme prioritaire perce le bruit. Sur son écran principal, 5 nouveaux échos apparaissent approchant rapidement depuis le sud. Ceux-ci sont différents. Ils volent en formation en V et émettent un puissant brouillage électronique pour saturer ses capteurs de ciblage. Leur intention n'est pas de distraire, mais d'attaquer. Ivan est face à un dilemme tactique. Il n'a pas de missiles. Ses canons sont occupés par la diversion à l'est. Et une nouvelle menace apparemment plus létale approche rapidement du sud. Il a quelques secondes pour prendre une décision qui scellera le sort de l'installation. Il prend celle sur laquelle comptaient les Ukrainiens. Canon tous les canons. Ignorer les cibles à l'est. Basculer le tir sur le secteur sud. Engagé. La réorientation des lourdes tourelles de 30 mm prend 5 secondes. Pendant ce temps, les drones du sud se sont rapprochés de 100 mètres. Finalement, la nuit explose à nouveau. 8 flux de traceurs de 30 mm déchirent l'air formant un mur de projectiles incandescents. Les drones du Sud rompent instantanément leur formation et entament des manœuvres d'évasion. Les artilleurs russes, malgré le brouillage, sont efficaces.
Le drone de tête est pulvérisé. Un deuxième est touché et se vaporise. 2 autres sont abattus et s'abîmant en mer en boule de feu. C'est une défense intense et brutale. Ils ont arrêté 4 des 5 assaillants. Dans un engagement normal, ce serait une victoire. Mais dans une attaque par saturation, un seul succès peut suffire. Des éclats des drones abattus tombent sur le pont du Chai sectionnant une conduite hydraulique. Quelques instants plus tard, un nuage de fluide inflammable s'embrase créant une torche de 20 mètres de haut. L'impact physique du drone est mineur. Mais stratégiquement les conséquences sont importantes. Des éclats perforent une conduite hydraulique à haute pression. Un fin brouillard de liquide inflammable est projeté en l'air et instantanément allumé par les étincelles. Une flamme orange vif éclate sur le pont du pétrolier, un phare dans la nuit. La panique se propage sur le réseau de communication russe. Le pétrolier est en feu. Je répète, le Chai est en feu. Les équipes de pompiers se précipitent. L'ensemble de la structure de commandement du lieutenant Ivan au commandant du port est désormais entièrement focalisée sur l'incendie sur l'eau. À bord du cargo anonyme à 80 km de là, les opérateurs ukrainiens observent les images thermiques. Ils ne crient pas victoire, ils hochent simplement la tête. Le piège est maintenant parfaitement en place. C'est à ce moment précis, à 23h50, que la véritable vague d'assaut arrive. Les 35 drones Liuti de la 3e vague lancés bien plus tôt entrent dans leur phase d'attaque terminale. Ils approchent depuis la mer silencieux et difficiles à détecter. Ils se divisent en 2 groupes. 20 contournent loin par l'ouest, 15 arrivent par le sud. Cette fois, un opérateur vigilant dans un véhicule Torm 2 les repère. Multiples contacts à basse altitude et haute vitesse secteur ouest, crient T-il dans les communications. Ce ne sont pas des leurs. Répétez, ce ne sont pas des leurs. Le lieutenant Ivan, dont les pensirs sont enfin rechargés, sort de sa torpeur. Il frappe du poing sur sa console. Toutes les unités, engagez les cibles ouest-feu à volonté. C'est un combat chaotique et désespéré dans l'obscurité. Les 2 systèmes Pansir les plus à l'ouest pivotent et tirent une salve complète de 12 missiles. Mais les drones Liuti sont trop proches, trop rapides. Leur intelligence artificielle détecte les lancements de missiles et exécute des manœuvres d'évasion préprogrammées. Le ciel se remplit d'explosions. 4 drones Liuti sont détruits en vol. Un 5e a une aile arrachée. Un 6e est endommagé mais continue sa plongée. C'est au tour des canons. Le Tor M2 et les canons de 30 mm des Pansir ouvrent le feu. 3 drones Liuti supplémentaires sont anéantis. 8 ont été abattus, mais 12 poursuivent leur course. 23h53. Les 12 drones survivants du groupe Ouest plongent. Ils ignorent les traceurs et les explosions. Ils ont une seule cible, le dessous des jetés 1 et 2, juste au-dessus de la ligne de flottaison. Leur charge creuse de 50 kg explose avec une série de détonations sèches. Alors qu'Ivan regarde avec horreur les rapports de dégâts, l'attaque du sud commence. Les 15 drones Liuti du sud utilisent une tactique différente. Ils volent encore plus bas utilisant le pétrolier Chai en feu pour masquer leur approche radar. En dépassant le pétrolier, ils remontent à quelques secondes de l'impact. Les systèmes Pansir et Tor, restant encore concentrés sur l'ouest, tentent de réagir. Leurs tourelles pivotent avec une lenteur extrême. Ils n'ont le temps que pour une seule volée de canon désespérée. Un drone est touché, un autre est dévié. Mais 13 passent sans encombre. Ils percutent le dessous des jetés 3 et 4 avec la même précision calculée. 23h55. Au moment exact où le dernier drone, Liuti, frappe sa cible, les 5 drones Beaver à l'est exécutent leur protocole final. Leur mission de distraction étant terminée, ils ajoutent au chaos. 3 frappent la station de pompage d'eau principale, paralysant la capacité des pompiers à combattre l'incendie sur le Chai. Les 2 derniers plongent simplement dans le dédale de tuyaux et de réservoirs de la raffinerie. Leurs petites charges provoquent des ruptures de vannes et des déversements de produits chimiques inflammables. Ces incendies sont mineurs comparés à celui du pétrolier. Mais ils sont les étincelles qui vont bientôt déclencher un brasier. À 100 km de là, le cargo anonyme met le cap au sud-ouest. Sa vitesse augmente alors qu'ils se font à nouveau dans les routes commerciales. Sa mission est terminée. Mais à Twaps, les lois de la physique ne font que commencer.
L'ingéniosité du plan ukrainien ne résidait pas seulement dans le fait de frapper les jetés, mais dans la manière de les frapper. Les charges creuses des drones LUT sont conçues pour percer le blindage composite d'un char de combat. Contre le béton armé des jetés, le jet de plasma perce un trou net et parfaitement rond à travers la couche extérieure. Il pénètre profondément dans le noyau structurel des piliers avant de libérer sa force explosive de l'intérieur. C'est là que réside l'efficacité de la tactique. Lorsque les 20 charges ont explosé à l'intérieur des piliers, l'onde de pression a cherché à s'étendre dans toutes les directions. L'onde de choc les a frappés comme un marteau de forgeron colossal. La défaillance structurelle fut instantanée et catastrophique. Les 4 immenses jetées longues de 300 mètres soudainement privées de leur support s'effondrent dans la mer dans un grondement assourdissant. Elles entraînent avec elles camions grues et équipements de pompage. Les 3 pétroliers, Chey Pollock et Coastbuster, sont violemment projetés. Le Chey déjà en feu chavire déversant ses 100 000 barils restants de pétrole brut enflammés dans le port. Le feu du Chey, désormais une mer de flammes flottantes, atteint les tuyaux rompus et les réservoirs endommagés à terre. Les petits incendies chimiques se transforment en un incendie de raffinerie à grande échelle. La chaleur commence à déformer et à faire fondre l'acier des réservoirs de stockage les plus proches. Le ciel au-dessus de Tuapse passe du noir à un orange infernal. Le port a cessé d'exister. Les 4 jetées massives ont tout simplement disparu, remplacées par un enchevêtrement d'acier tordu. Des flammes de 25 mètres de haut déchirent le ciel. L'air est rempli du crissement du métal et du rugissement continu des explosions secondaires. Les sirènes officielles du port sont à peine audibles. Une station sismique à 5 km de distance a même enregistré l'effondrement final comme un tremblement de terre de magnitude 2,6. Le réseau de commandement du port devient complètement silencieux. Sur les canaux Telegram russes, les premiers messages paniqués de soldats apparaissent. Les conséquences stratégiques ne se limitent pas aux destructions matérielles. Les dominos commencent à tomber. Le port étant détruit, les Russes cherchent une alternative, mais leur seule voie de contournement viable est maintenant à portée de tir des systèmes SIMARS ukrainiens. L'étau se resserre. En 48 heures, la raffinerie de Tuapse, privée de brut, cesse ses activités. Peu après, les premiers rapports de pénurie de carburant parviennent des unités d'artillerie près de Tokmak. La ligne de front commence à ressentir les effets. Face à un désastre stratégique, le Kremlin fait un choix difficile. Il commence à retirer des systèmes pantsir vitaux des lignes de front pour protéger d'autres cibles de grande valeur. Cela crée de nouvelles brèches dans leur défense aérienne sur le champ de bataille. L'impact de cette frappe peut être mesuré à plusieurs niveaux. Physiquement, les satellites de la NASA confirment plus de 300 millions de dollars de dommages directs. Économiquement, la Russie perd une artère majeure pour ses exportations de pétrole en mer Noire. Les primes d'assurance maritime pour tout navire dans la région ont augmenté de 30% du jour au lendemain. De plus, la version officielle russe d'un incident technique s'effondre en quelques heures, alors que des dizaines de vidéos de l'incendie inondent Telegram. La frappe sur Tuapse faisait partie d'une opération coordonnée plus large. La même nuit, d'autres drones ukrainiens ont frappé des dépôts pétroliers, des bases aériennes et des centrales électriques dans d'autres régions. Cette stratégie a été conçue pour induire une paralysie systémique. Elle a placé le Kremlin face à une équation impossible avec 100 cibles critiques et assez de systèmes de défense d'élite pour peu. Être vaincu, que faut-il sauver le port, le réseau électrique ou l'armée au front? L'Ukraine a conçu une attaque qui a forcé la Russie non seulement à s'affaiblir, mais aussi à prendre conscience de sa vulnérabilité généralisée. L'ensemble de l'opération a coûté environ 350 000 $ en drones. En retour, elle a infligé des dommages économiques totaux estimés à 2-3 milliards de dollars. L'Ukraine développe une nouvelle forme de guerre, et la Russie fait face à un type de menace auquel elle peine à s'adapter.